Ben merci beaucoup de m'avoir invité. En plus, c'était l'occasion de revoir des gens que je n'avais pas vus depuis très longtemps, donc ça me fait vraiment plaisir, je ne m'y attendais pas. Alors, bon, je ne vais pas commenter le titre, vous le connaissez. J'ai juste mis une image, peut-être que vous vous demandez pourquoi. Si ça vous intéresse, vous me poserez la question à la fin. C'est une manière de gagner du temps sur mon temps d'exposé. Alors, juste, je voudrais dire que, bon, effectivement, je suis professeur de psychologie cognitive, donc on peut s'étonner que je m'intéresse à cette problématique, mais en fait, bon, la plupart de mes collègues ne le savent pas, mais je suis quand même... au départ, un écologue de terrain, c'est-à-dire que j'ai conduit des recherches vraiment scientifiques, mais du point de vue de l'écologie, on va dire scientifique. Et j'ai profité de ce moment un peu de fin de carrière pour faire converger mes deux centres d'intérêt qui étaient toujours restés parallèles. Voilà. Alors, on y va. Tout simplement, je vais commencer par des choses extrêmement simples, un petit rappel. Je crois qu'on est en train de vivre une révolution anthropologique majeure, pour moi aussi importante peut-être que celle qui nous a fait passer du paléolithique au néolithique. Pour moi, l'humanité vit un moment très particulier, et cette révolution, elle nous est imposée, mais elle est à moitié réalisée. Alors, pourquoi elle est imposée? Pour une raison toute simple, en réalité, c'est que nous vivons dans une société d'opulence, enfin une partie de l'humanité, pas tout le monde, et en tout cas qui fait le pari d'une croissance infinie. Mais une croissance infinie dans un monde fini, nécessairement, on pourra en discuter, mais un jour, ça génère des problèmes, la confrontation, en fait, avec les limites de la planète. Donc, c'est pour ça que ça nous est imposé, bien sûr, c'est cette espèce d'opposition entre notre croissance et la limitation de notre écosystème. Alors, c'est un moment unique dans l'histoire de l'humanité, parce qu'il faut bien se rappeler qu'Homo sapiens a, disons, à peu près 300 000 ans, et ça tombe juste sur nous, quoi. Il y a eu des milliers de générations et ça tombe juste sur la nôtre. Je veux dire, déjà, la génération de mes parents n'aurait pas pu comprendre ce qu'on est en train d'évoquer ici. Donc c'est un moment très charnière, très singulier de notre histoire. Et puis, bien sûr, nous savons, en tout cas une partie de l'humanité, bien sûr, mais vous, en tout cas, vous savez que le franchissement de ces limites va avoir un impact systémique, c'est-à-dire va conduire à un bouleversement total de l'écosystème et bien sûr de nous-mêmes puisque nous faisons partie de cet écosystème. Donc c'est pour ça que je dis que c'est à moitié réalisé parce que nous avons la conscience. Aujourd'hui, si vous êtes là, probablement vous avez la conscience d'une trajectoire problématique. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que bien que nous ayons conscience de la catastrophe qui se profile, force est de constater que nous n'adoptons pas, ni au niveau individuel, ni au niveau collectif, les comportements qui seraient compatibles avec une résolution de la crise environnementale. Du coup, on voit bien que c'est une question fondamentalement psychologique. Pourquoi, alors que nous savons, nous ne parvenons pas à adapter nos comportements à cette situation-là? Donc, je pense que les psychologues ont quelque chose de fondamental à dire par rapport à cette question. Alors, la trajectoire que nous suivons est absurde. Alors, je ne vais pas donner de graphique ni de tableau, mais si vous voulez, on sait très bien que le découplage, donc le découplage, c'est la possibilité de consommer, produire sans avoir d'impact environnemental ou en minimisant l'impact environnemental. On sait très bien que ce découplage n'est pas suffisant pour continuer de croître sans impacter notre écosystème. Je veux dire, la plupart des scientifiques sont absolument d'accord là-dessus. Donc cette trajectoire, on ne peut pas la tenir. La trajectoire que nous suivons aujourd'hui, elle n'est pas tenable sur le long terme. Néanmoins, nous la suivons, et quelle est la cause directe de ce truc-là? Enfin, il y en a deux en fait, mais il y en a une que je ne vais pas aborder, c'est la démographie, parce que ça requerrait quasiment une heure d'échange là-dessus, donc je laisse tomber la démographie. Mais l'autre cause directe proximale, c'est tout simplement que nous consommons trop. C'est tout. Il suffirait que les 8 milliards d'humains consomment raisonnablement, évidemment le tout est de définir ce qu'on entend par raisonnablement, pour que le problème environnemental soit résolu. Donc nous consommons trop, je pense que vous avez tous conscience que vous êtes des consommateurs excessifs, en tout cas je peux vous dire avec humilité que moi-même je le suis. La question c'est pourquoi nous consommons trop?
pourquoi individuellement et donc collectivement nous consommons trop. Alors là, je vais faire intervenir des causes distales, donc des causes plus éloignées, qui ne sont pas aussi explicites, mais qui sont déterminantes et qu'il faut comprendre. La première concerne l'individu. Alors, ça veut dire tout simplement concerne le fonctionnement psychologique, neuronal de chacun d'entre nous. L'idée générale que je vais développer ici, c'est que bon, notre histoire évolutive, au sens darwinien du terme, eh bien, nous a quasiment presque inexorablement conduit à être des consommateurs excessifs. Et je pense que nous ne sommes pas capables aujourd'hui de gérer l'abondance, et nous sommes naturellement portés vers la croissance, en tout cas vers la croissance déjà individuelle. Je vais développer pourquoi. Alors bien sûr, c'est qu'une partie de l'histoire, parce que si je m'arrêtais là, vous me taxerez, ce que vous allez d'ailleurs peut-être faire quand même à la fin, de réductionniste, de quelqu'un qui veut tout expliquer par le fonctionnement biologique, neuronal du cerveau. Bah, c'est une partie de l'histoire, mais on ne peut pas ignorer cette partie de l'histoire. Beaucoup l'ignorent, et je pense que l'ignorer, ça ne conduit pas à faire un bon diagnostic. Donc c'est une partie de l'histoire que je vais développer, mais il y a une autre partie de l'histoire, une autre cause distale, plus éloignée, tout simplement la société, c'est-à-dire l'écosystème politique, économique dans lequel nous vivons. Cette société, en fait, comme vous le savez, le système qui prédomine sur la planète, c'est un système qui ne peut pas survivre sans croissance. La croissance économique est absolument nécessaire à la survie des sociétés telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui. C'est l'obsession de tous les hommes politiques, ne pas rentrer en récession, avoir un niveau minimal de croissance de 3%, ça a beaucoup d'avantages, etc. Et donc, parce que cette société ne peut pas survivre sans croissance, quelque part, elle nous enjoint, elle nous incite, ou parfois elle nous contraint, explicitement ou implicitement, nous-mêmes, de consommer en excès. Mais le fonctionnement de cette société, pour moi, c'est que l'expression en miroir de ce fonctionnement individuel. Et donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est que la prise en compte de ces deux codes distales, leur intervention simultanée, en quelque sorte, cadenasse notre comportement et nous empêche de nous comporter comme il faudrait que l'on se comporte aujourd'hui. Voilà, c'est ça que je vais développer. Alors l'approche que je vais privilégier, malgré toutes les résistances, notamment qu'on a en Europe et tout particulièrement en France, à ce sujet, c'est l'approche évolutionniste. Je suis parfaitement au courant de tous les problèmes que ça pose, hein, donc on pourra l'évoquer. Et je rappelle simplement que notre espèce, c'est le résultat d'un processus évolutif qui a démarré aux origines de la vie, donc il y a 3,5 milliards d'années. Cette évolution a laissé en quelque sorte des strates dans notre cerveau. C'est en général ce qui a bien marché par le passé. Et ces strates continuent d'exercer un pouvoir sur notre comportement. Et donc, il est probable que certains de nos comportements puissent être expliqués à la lumière de cette perspective évolutionniste. En fait, on considère, beaucoup de personnes, dont moi, considèrent que notre cerveau a été parfaitement adapté pour gérer les problèmes que nous avons rencontrés sur toute l'histoire de l'espèce. Déjà 300 000 ans, mais on pourrait remonter plus loin. Hein. Je veux dire par là que notre cerveau a été extrêmement efficace, c'est pour ça qu'on en est là où on en est, mais il était parfaitement adapté à l'environnement qui était le nôtre au Paléolithique. Et je considère qu'il n'est plus totalement adapté, notamment à l'environnement que nous avons nous-mêmes créé et qui génère des problèmes que nous ne savons pas résoudre. C'est pas que nous ne voulons pas résoudre, c'est que nous ne savons pas résoudre. Notamment celui donc des limites de la planète. Donc ça, c'est on va dire l'ancrage théorique que je vais suivre. Notamment, alors mon dernier livre s'intitule « Pourquoi je prends ma douche 3 minutes de trop ?» et je vous dirai pourquoi d'ailleurs. Donc je décline 14 obstacles qui sont des freins très profonds à l'adaptation de notre comportement à la crise actuelle, mais ici je vais en retenir que 3, parce qu'on n'a pas le temps. 1, l'abondance. Nous ne savons pas gérer l'abondance, c'est tout simple, mais c'est évident. 2, la nécessité de se projeter dans le long terme.
C'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour un cerveau d'humain. Et troisièmement, nous avons acquis des compétences psychosociales, relationnelles, mais ces compétences psychosociales, nous avons énormément de mal à les mettre en œuvre quand il s'agit de gérer une communauté de 8 milliards d'humains, parce que notre cerveau n'est pas préparé à gérer une communauté de 8 milliards d'humains. Voilà ce que je vais développer. Alors, je vais partir là maintenant de quelque chose qui est fondamentalement biologique, hein, et donc qui peut poser problème pour des gens qui sont plus sensibles aux sciences sociales et humaines, mais je crois qu'il faut partir de ce point de départ. En fait, toute espèce vivante, toutes, c'est même une particularité du vivant, suit deux objectifs qui sont survivre et se reproduire. Alors évidemment, en vous levant, vous ne dites pas aujourd'hui il faut que je survive, bien sûr. Vous ne dites pas aujourd'hui il faut que je me reproduise, bien que ça obsède beaucoup d'humains. Vous ne dites pas ça, mais en fait tout votre comportement est orienté vers la satisfaction de ces deux objectifs. Alors, en soi, ce n'est pas un problème, c'est une invention magnifique du vivant, entre guillemets, invention, qui nous guide dans nos comportements. Le problème, il est tout simple, c'est que si l'espèce fonctionne bien, si elle est adaptée à son environnement, nécessairement, si vous atteignez ces deux objectifs, il va en résulter une croissance infinie, potentiellement infinie. Alors, pour la plupart des espèces animales, c'est simplement une croissance démographique. Pour les humains, c'est un peu plus qu'une croissance démographique, puisque nous sommes capables de consommer bien d'autres choses que ce qui est nécessaire à notre survie. Donc c'est le croisement de ces deux aspects qui va être à l'origine, finalement, de la croissance économique que nous vivons aujourd'hui. Parce que notre cerveau suit en permanence ces deux objectifs. Et il a énormément de mal à se libérer de ces deux objectifs. C'est pas naturel. Comme le disait un peu plus l'auteur, en fait, d'un point de vue darwinien, il y a peu de chances de surmonter la crise environnementale, pour cette raison-là. Alors, je voudrais vous donner quelques exemples pour vous montrer le caractère très général de tout ça. Vous connaissez tous la bactérie Escherichia coli. Les modèles qui existent sur la reproduction de ces bactéries montrent que si vous mettez cette bactérie dans un milieu qui lui est favorable, sans régulation externe, au bout de 36 heures, elle a atteint la biomasse de toute la planète. Donc elle a recouvert la totalité du globe terrestre. Évidemment, ce n'est pas possible, parce qu'on est mis dans des tubes à essai, etc. Mais si vous la laissez se reproduire, c'est ce qui arrive. Alors évidemment, la bactérie ne pense pas. Elle ne pense pas en termes de survie, elle ne pense pas en termes de reproduction. Mais elle suit cet objectif-là. Un autre cas qui est parfaitement connu, notamment des écologues de terrain, c'est le cas des espèces invasives. Donc les espèces invasives, ce sont ces espèces que l'on a introduites des milieux desquels elles étaient originellement absentes. Donc c'est le cas par exemple des lapins en Australie, des possums en Nouvelle-Zélande, des rats sur les îles de Marseille, etc. Il y a des exemples fourmis de ce type-là. Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez une espèce invasive? Eh bien, dans un milieu qui lui est favorable, eh bien, elle explose démographiquement. Jusqu'à évidemment, détruire une grande partie de la biodiversité de l'écosystème dans lequel on l'a introduit. Et cette espèce va atteindre à un moment donné un plafond, tout simplement parce qu'elle va elle-même buter contre les limites de son écosystème. Et là, soit il s'ensuit un effondrement, lié souvent à des épidémies, soit en fait un plafonnement. C'est-à-dire que l'espèce va se stabiliser tout en ayant détruit la biodiversité de son espace. D'un certain point de vue, aujourd'hui, les humains se comportent comme une espèce invasive. Nous sommes sortis de l'Afrique il y a quelques dizaines de milliers d'années, nous avons colonisé à peu près toutes les surfaces habitables du monde, et à chaque fois que nous les avons colonisées, bien avant le néolithique, nous avons contribué à la destruction de l'environnement. Et aujourd'hui, nous nous comportons comme des rats, sur cet espace énorme qui est la planète, sauf que dans le cas des rats, il y a toujours des îles à côté. Dans le cas de la planète, il n'y a pas de planète B, comme on dit souvent, ce qui est effectivement un problème. Alors les biologistes ont développé un concept qui est très à la mode en ce moment en biologie scientifique, je dirais,
c'est le concept de suicide évolutif. Alors c'est quoi le suicide évolutif? C'est lorsqu'une espèce bénéficie d'une mutation qui est adaptative, c'est-à-dire qui lui permet une meilleure exploitation de son écosystème, mais cette adaptation peut se retourner contre elle à long terme. Typiquement, c'est le cas des cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses sont des cellules qui ont muté. Cette mutation leur procure un avantage adaptatif. Elles vont donc se développer de manière anarchique sur leur écosystème qui est le corps de l'humain. Elles vont prendre le dessus sur toutes les cellules saines jusqu'à finalement détruire leur hôte et donc se suicider. Et beaucoup de chercheurs considèrent que ce phénomène de suicide évolutif n'a pas été si rare dans la disparition des espèces anciennes et que sur bien des aspects, il semblerait que nous sommes en train de vivre la même chose, c'est-à-dire que l'intelligence nous a conféré une puissance sur notre écosystème énorme, mais elle peut se retourner contre nous si nous ne savons pas la gérer. Et aujourd'hui, nous ne savons pas la gérer. Alors maintenant, comment une espèce fonctionne pour atteindre ces deux objectifs, survivre et se reproduire? Ben là, il y a un truc génial alors je n'y voyais pas de téléologie dans ce que je dis, hein, mais il y a un truc génial qu'a inventé la nature, mettez des guillemets, ben c'est tout simplement la capacité de percevoir quelque chose de plaisant et de percevoir quelque chose de déplaisant. Cette capacité-là, si vous en êtes privé, normalement, au bout de 48 heures, vous êtes mort. Parce que la plupart de nos comportements sont liés à la détection de ce qui fait plaisir et de ce qui procure du déplaisir. Les individus qui sont privés de ces capacités, ça arrive dans des pathologies, ont une espérance de vie qui est très faible. Et ce fonctionnement, il est absolument universel. Vous le trouvez chez l'insecte le plus archaïque, jusqu'au poisson le plus archaïque, bien sûr, jusqu'à l'humain. C'est un processus qui est très puissant et qui est notamment impliqué dans notre homéostasie, c'est-à-dire la capacité d'avoir un état stable, optimal du point de vue de notre survie. Alors, cette dépendance au plaisir, elle est absolument adaptative, hein, elle a joué un rôle fondamental, mais elle peut devenir problématique dans un univers d'abondance, l'univers que nous avons créé aujourd'hui. Et c'est le sens du titre de mon dernier livre, Pourquoi je prends ma douche 3 minutes de trop, parce que je suis dans cette expérience-là, l'archétype du problème, c'est-à-dire je connais les processus neuronaux qui participent à la production de plaisir, je suis hypersensible à la crise environnementale depuis à peu près 50 ans, ce qui veut dire que je suis assez vieux, et malgré tout, je continue sous ma douche à prendre ma douche trop longtemps. Et pour moi, c'est incroyable, parce que presque tous les soirs, quand je me douche, je vis ce conflit-là, et tous les soirs, j'ai du mal à tourner mon robinet du bon côté. Pour quelle raison? La raison est toute simple, c'est que je prends plaisir quand je prends ma douche, et j'ai du mal à résister à ce plaisir. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est anecdotique. Oui, bien sûr, c'est anecdotique, sauf que vous pouvez généraliser ce que je dis sur la douche à la multitude de comportements qui sont source de plaisir dans votre quotidien. Et évidemment, on prend dans ce cas-là une partie de l'origine de notre addiction à la consommation. En fait, notre cerveau n'est pas bien préparé à gérer l'abondance, la profusion, et c'est évidemment en lien avec toutes les addictions dont sont coutumiers les humains. Vous savez tous ce qu'est le système de la récompense, un système neuronal très complexe, d'origine très ancienne. On le retrouve quasiment par exemple chez la lamproie, qui est un poisson préhistorique. On retrouve à peu près le même cerveau, enfin les mêmes parties du cerveau, les mêmes neurotransmetteurs, etc. Donc c'est absolument universel. Et ce système de la récompense, il réagit à tous les plaisirs. Pas que le plaisir gustatif, le plaisir sexuel, non, même le plaisir esthétique fait partie, active ce système de la récompense. Alors, le phénomène est universel, on a beaucoup étudié chez les rats notamment, chez les primates,
Et de ce point de vue-là, nous sommes d'ailleurs meilleurs que les rats, parce que, vous savez, quand on permet à des rats d'activer les structures neuronales qui génèrent le plaisir par des micro-électrodes qu'on leur insère dans le cerveau, les rats, on arrive à mourir, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de s'alimenter, de boire et même d'élever leurs petits, tellement leur addiction au plaisir est grande. Alors nous ne sommes pas des rats, hein, c'est clair, mais par certains aspects, nous sommes quand même un peu des rats. Voilà. Alors, un exemple qui se rapproche de celui-là et qui peut interroger, qui est pour moi une allégorie de ce qu'est notre société aujourd'hui, c'est l'addiction alimentaire. Il y a 2 milliards d'humains en surpoids, 650 millions d'obèses, on sait que bientôt ce sera la moitié de l'humanité. Évidemment, on peut se poser la question. Alors, bien sûr, c'est multifactoriel. Hein. Ne croyez pas que je sois un réductionniste. Non. Je sais très bien qu'il y a des aspects psychologiques, voire psychopathologiques, qu'il y a des aspects sociétaux. L'industrie agroalimentaire fait tout ce qu'il faut pour nous inciter à consommer, pour nous donner de la malbouffe. Je sais tout ça. Mais malgré tout, si nous avons tendance à tous collectivement être en surpoids, c'est qu'il y a quelque chose dans notre cerveau que nous ne contrôlons pas. Ce que nous ne contrôlons pas, c'est le plaisir que nous ressentons à consommer ceci ou cela. Juste d'un point de vue évolutionniste, je pense que vous connaissez ça, mais je le rappelle, vous savez qu'au Paléolithique, donc il y a par exemple 30 000 ans, se nourrir n'était pas aussi facile que ça l'est aujourd'hui, ça demandait un effort, et le métabolisme humain a absolument besoin de sucre et de gras. C'est absolument nécessaire à notre survie. Or, dans l'environnement du Paléolithique, le sucre et le gras, c'est assez rare. On n'en trouve pas comme ça. Et donc, quand un humain pouvait se gaver de sucre et de gras, il le faisait, parce que ça activait son système de la récompense, parce qu'il y avait intérêt à, je dirais, récompenser un comportement qui conduisait à prendre beaucoup de sucre et de gras. Le problème, c'est que notre cerveau n'a pas évolué. En fait, il a un peu régressé, je pourrais vous expliquer pourquoi, mais globalement, notre cerveau, c'est le même aujourd'hui qu'un de nos ancêtres il y a 30 000 ans, mais il fonctionne de la même manière. Sauf que le gras et le sucre, aujourd'hui, vous en avez autant que vous voulez. Il y en a eu tout à l'heure, là, à profusion, puis il y en a chez vous, il y en a dans les états de supermarché, mais votre cerveau fonctionne toujours comme au Paléolithique. Alors évidemment, il y a des variables interindividuelles et culturelles énormes, mais malgré tout, c'est quelque chose qui domine et qui explique l'obésité actuelle de la société. Alors, on a beaucoup associé le phénomène d'addiction à ce qu'on appelle la dépréciation du futur ou la préférence temporelle, qui est quelque chose qui est à la fois étudié en psychologie, en neurosciences, en éthologie et en économie, bien sûr. C'est quoi ce que l'on appelle la préférence temporelle? C'est qu'en fait, nous privilégions ce que les économistes appellent l'utilité immédiate par rapport à l'utilité future. Autrement dit, nous sommes beaucoup plus sensibles aux gains que l'on peut obtenir à court terme par rapport aux gains que l'on pourrait obtenir à long terme. Quantité d'expériences ont été faites dans ces différents domaines que je vais résumer par une espèce de simplification d'expérience. On dit, voilà, est-ce que vous préférez 100 € aujourd'hui ou 150 € dans un an? D'un point de vue de la rationalité économique, sauf si vous êtes sûr de mourir demain, il vaut mieux parier sur choisir 150 € dans un an. Mais en fait, dans beaucoup de cas, les sujets préfèrent 100 € aujourd'hui. C'est une expérience simplifiée de tout ce que l'on a fait. De manière générale, il apparaît très clairement que les humains sont très sensibles à la perspective du plaisir immédiat, qui a un poids psychologique énorme au regard des conséquences positives ou négatives de ce comportement. Par exemple, si vous êtes addict au tabac, il est clair que votre cerveau a du mal à prendre en compte le fait que vous allez bientôt vous retrouver avec un respirateur parce que vos poumons seront grillés. Quand je dis ça, je
peut en irriter certains, mais c'est la réalité. Et votre cerveau, lui, il perçoit par contre le plaisir qu'il va ressentir maintenant avec la dose de nicotine liée à un peu de consommation de cigarettes. Alors là encore, les variables interindividuelles culturelles sont énormes, mais il est clair que les humains ont beaucoup de mal à se projeter dans le long terme. Alors on peut le faire rationnellement, bien sûr, hein, on y arrive, mais comme vous le savez, la rationalité joue d'un poids relativement faible dans certains de nos comportements. C'est pas que nous ne voulons pas, c'est que nous ne pouvons pas. Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé sur votre lit de mort avec vos enfants qui viendraient vous voir pour vous dire « t'inquiète pas, on t'a aimé » et tout? C'est difficile de voir ça. C'est difficile d'imaginer ces enfants qui auront 60 ans avec nous. Personne ne le fait. Mais parce que c'est extrêmement complexe. Et donc, il manque dans toutes les projections que l'on fait sur le long terme une charge émotionnelle qui est nécessaire pour faire bouger nos comportements. C'est pas une espèce de fainéantise, c'est que notre cerveau n'est pas conçu pour ça, tout simplement. Alors, évidemment, si c'est le cas, c'est très problématique parce que pour gérer l'environnement, il faut penser loin. Et c'est vraiment une illustration du conflit cognitif qui existe entre ce qu'on appelle le système froid, donc des structures évolutives plus récentes qui nous permettent de planifier, d'anticiper, de penser, et le système chaud, un système beaucoup plus archaïque, qui joue un rôle déterminant dans notre plaisir. C'est ce conflit-là que nous ne pouvons pas gérer. Tout ça s'explique parfaitement bien dans un cadre évolutionniste aussi. Hein. Tout simplement, mettez-vous dans la peau de vos ancêtres d'il y a 30 000 ans. Quel était son horizon temporel? La plupart du temps, c'était de l'ordre de quelques heures, la journée. Alors on suppose qu'au Paléolithique, les humains étaient suffisamment intelligents, avaient déjà suffisamment de capacités mnésiques pour se représenter l'année, et donc les cycles des saisons. Ça forme une unité temporelle très forte pour un humain du Paléolithique, l'année. Parce que l'alimentation est très liée au cycle des saisons. Mais est-ce que ces hommes-là avaient un quelconque intérêt à se projeter 10 ans plus loin, 100 ans plus loin, 1000 ans plus loin? Ça n'avait aucun sens. D'abord, 1000 ans, ça représentait strictement rien. Mais c'est ce qu'on nous demande de faire. Et ça, nous ne pouvons pas. Je pense même que quand les gens, y compris moi, je pense à 2050, bon, je serai vraiment vieux si je suis encore vivant, je sais ce que devrait être la planète à peu près, mais je le sais sans que ça ait de réel effet en fait sur moi. Ça m'affole pas que ça. Alors vous allez me dire, j'ai tort, oui, mais je pense que nous réagissons tous comme ça à peu près. Donc les humains ont un taux d'impatience qui est élevé, mais qui est quand même beaucoup moins fort que celui de tous les autres mammifères. La comparaison, par exemple, chimpanzé-homme est très à l'avantage des humains. Ouais, mais le problème, c'est que nous devons gérer un problème que n'ont pas à gérer les chimpanzés, et notre préférence temporelle nous empêche de le faire. Le taux d'impatience, donc, qui est si grand, rend quasiment impossible la gestion à long terme du problème environnemental. C'est vrai de nous, mais c'est vrai de nos leaders politiques. Il n'y a pas que ça qui joue, mais il y a aussi ça qui joue. Alors, je vais progressivement intégrer de plus en plus la dimension sociale, et je vais commencer à le faire maintenant. Je vous rappelle que, de mon point de vue, la compréhension de ce qui se passe requiert de prendre ces déterminismes biologiques et ces déterminismes sociétaux. Si on ne prend pas les deux en compte, on ne raconte qu'une partie de l'histoire et on risque de se tromper. Alors vous connaissez sans doute tous ce que l'on appelle le tapis roulant positionnel, positional treadmill. C'est quoi? C'est le fait que nous sommes tous engagés dans une course à l'ascension sociale. Alors, finalement, personne gagne, parce que comme tout le monde fait la même course, c'est ce qu'on appelle un jeu à somme nulle, on se retrouve toujours à peu près au même niveau, alors qu'on s'est beaucoup épuisé. C'est assez rigolo. Mais ce phénomène est extrêmement connu, a été bien étudié par les psychologues, notamment.
C'est que votre sentiment de satisfaction personnelle, de bonheur, n'est pas lié à votre position prise dans l'absolu, mais à votre position relativement à celle des autres. Nous sommes des animaux sociaux, extrêmement sociaux, et nous nous comparons toujours à autrui. Alors, autrui proche, on ne va pas se comparer à Bill Gates ou à Elon Musk, ça c'est trop loin, mais à nos amis, à nos collègues, à nos frères, tout ça, oui, là c'est très très fort. Je passe sous silence les études qui ont été faites en neurosciences pour visualiser dans le cerveau la satisfaction que l'on peut rencontrer à dominer socialement les autres et l'espèce de douleur que l'on peut vivre et observer dans le cerveau quand on est en situation de domination. Donc ça fait plaisir de dominer les autres et évidemment nous avons tous tendance à vouloir le faire, même si peu le reconnaissent. Alors vous connaissez sans doute ces expériences assez amusantes que je décris de manière simplifiée. On demande, alors c'est aux États-Unis, alors on va me dire ouais mais les États-Unis c'est pas nous, en fait, c'est à peu près pareil. Est-ce que vous préférez gagner 25 000 $ quand les autres en gagnent 30 000 ou 20 000 quand les autres en gagnent 15 000? Bon, la logique économique devrait dire bah non, bah, il vaut mieux gagner 25 000, mais non, beaucoup préfèrent gagner 20 000 à partir du moment où ils gagnent plus que les autres. Donc l'important, ce n'est pas sa position prise dans l'absolu, mais sa position relativement à celle des autres. Alors, tout ça, ce n'est rien d'autre que le reflet, en fait, de ce que l'on appelle la compétition intraspécifique, c'est-à-dire une compétition qui a lieu au sein de chaque espèce, en général parmi les mâles, mais aussi parmi les femelles, à des degrés différents. Et cette compétition intraspécifique associe de manière extrêmement étroite statut social, pouvoir, sexe et procréation. C'est vrai de toutes les espèces animales. Si vous avez fait un peu d'éthologie, c'est incontestable. Mais c'est vrai de l'humain exactement de la même manière. Je vous rappelle que plus votre statut social est élevé, plus votre espérance de vie s'accroît. Notre espérance de vie universitaire, elle est à peu près 10 ans, 15 ans plus élevée que celle d'un ouvrier. Ceux qui ont conçu la réforme de la retraite auraient bien fait de l'intégrer de manière un peu plus nette, d'ailleurs. C'est une réalité qui est incontestable, je veux dire, et c'est purement lié à votre statut social. Deuxièmement, plus vous vous élevez socialement, plus ça vous donne des possibilités de rencontres, alors amoureuses ou sexuelles, peu importe, l'un comme l'autre sont des moyens de transmettre les gènes. Eh bien oui, vous croyez que Nicolas Sarkozy aurait eu la femme qu'il a s'il était balayeur ou éboueur? J'en doute, hein, c'est une évidence. Hein. Donc ça marche super bien, je ne vais pas vous faire l'offense de vous montrer les expériences qui le montrent. Mais en fait, vous voyez ici que finalement, atteindre, jouer cette course du statut social, c'est finalement la manière meilleure, plus directe, d'atteindre les deux objectifs d'Escherichia coli, survivre et se reproduire. Donc nous sommes tous en train de vivre cette course à l'ascension sociale. C'est vrai aujourd'hui, comme ça l'était évidemment dans le passé, et même je dirais peut-être encore plus. Vous savez que Gengis Khan a eu 16 millions de descendants. Et il a culbuté beaucoup de femmes pendant ses conquêtes. Et le sultan du Maroc, Moulay Ismail, a eu 888 enfants, c'est le record Guinness. Évidemment, pour une femme, c'est plus compliqué. Raison pour laquelle peut-être les hommes et les femmes fonctionnent un peu différemment. Je sais que c'est un sujet très polémique, donc je fais attention. En fait, vous allez dire, oui, mais en quoi c'est problématique? Alors, c'est pas vraiment problématique en tant que tel, parce que c'est génial du point de vue économique. C'est le fait de vouloir gagner au niveau de la hiérarchie sociale qui nous rend créatifs, opportunistes, et qui participe du fait de booster notre économie. Bien sûr, quand tout le monde essaie de s'enrichir, bah, tout le monde participe au dynamisme de l'économie. Le problème, c'est que, évidemment, tout ça conduit globalement à une croissance qui est problématique, mais en plus,
évidemment, plus vous vous élevez socialement, plus vous détruisez la planète. Moi, je n'ai pas besoin de demander aux gens comment ils vivent pour savoir s'ils détruisent ou pas la planète. Je leur demande combien vous gagnez. Ça suffit. La corrélation entre son niveau de salaire et son niveau d'impact environnemental est énorme. Elle n'est pas très loin de 1 en réalité. Donc il y a un lien direct entre tout ça. Donc on voit que la destruction de la planète s'enracine sur un comportement qui est issu, je dirais, de quelque chose de très ancien, qui est la lutte intraspécifique à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Alors maintenant, un aspect qui est encore plus social, c'est cette dimension qui est absolument fondamentale. Alors ça fait un peu vieillot quand on dit comme ça, égoïsme, altruisme, ça fait un peu concept Troisième République, hein. Mais non, en fait, c'est extrêmement à la mode. C'est étudié en psychologie, en anthropologie, en éthologie, en économie, en neurosciences. Il y a tous les domaines de recherche actuels qui se posent sur ce problème. Pourquoi? Ben parce que c'est déterminant dans notre capacité de résoudre la crise environnementale. On pourrait poser la question comme ça, finalement. Suis-je capable de réduire mon temps passé sous la douche, comme exemple de consommation, et donc de surseoir à mon plaisir immédiat, si cela participe au bien commun, et notamment à celui des générations à venir? L'altruisme, on le voit bien, joue un rôle essentiel. Tel que je me comporte sous ma douche, je suis profondément égoïste. Je m'en fous de mes enfants, de mes petits-enfants. Ce qui compte, c'est le plaisir que je ressens à ce moment-là. Donc on voit bien que l'altruisme peut être une part essentielle de ce qui va faire varier nos comportements de manière adaptée aux problèmes que nous rencontrons. Alors, plein d'expériences ont été faites, je n'ai pas le temps de les évoquer ici, qui montrent que dès lors que dans une petite communauté, une grande communauté, des individus se comportent de manière égoïste, il en résulte nécessairement la destruction du bien commun. Le bien commun, pour nous, c'est la planète. Alors, vous connaissez sans doute les travaux d'Hardin, qui ont été un peu le point de départ de cette réflexion, la tragédie des communs. Et puis pour ceux qui sont en psychologie sociale, par exemple Van Lang, qui a écrit des choses très intéressantes à ce sujet, ou faire dans le domaine de l'économie expérimentale. Toutes montrent la même chose, donc inévitablement la destruction du bien commun si l'égoïsme prime sur l'altruisme. Alors, évidemment, la question se pose de savoir, mais les humains sont-ils égoïstes ou sont-ils altruistes? Et c'est là où on va confronter l'espèce Homo sapiens à cette théorie chère aux économistes libéraux qu'on appelle Homo economicus. C'est-à-dire, Homo economicus, c'est-à-dire que les humains sont des êtres qui sont rationnels du point de vue de leur recherche, de leur intérêt particulier. Et ils sont d'abord orientés par la recherche de cet intérêt particulier, même si c'est au détriment du groupe ou d'un bien commun. Est-ce que Homo sapiens est un Homo economicus? En réalité, non.